Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel agenda politique. Censure, nouveau gouvernement, Europe et international, d'autres actualités sont au programme avec 30 articles au total. Voilà, on va passer un bon moment. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à liker si le contenu t'a plu, à t'abonner, à mettre la cloche, c'est important si tu ne veux pas rater d'autres contenus, qu'ils soient politiques, pédagogiques ou vidéoludiques. Allez, commençons sans plus tarder. Hop, on va rentrer dans le cœur du programme de l'agenda politique avec un premier article. Aujourd'hui, un agenda thématique. On va d'abord parler de la censure. La censure du gouvernement Barnier, plus précisément. Donc j'ai un premier article du Monde écrit par les décodeurs qui va nous permettre de voir un petit peu, de faire le bilan de ce qu'il s'est passé mercredi dernier, événement qu'on a couvert en partie sur la chaîne lors d'un café normand, sur la censure du gouvernement Barnier. On va voir un petit peu qui a voté pour censurer Michel Barnier et ses ministres. Voilà. Donc l'Assemblée nationale a voté mercredi 4 décembre en faveur du renversement du gouvernement de Michel Barnier. La motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire, en réaction au recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le budget de la sécurité sociale, a été approuvée par 331 voix sur 574, donc à 58% des députés qui composent l'Assemblée nationale. Le 49.3, c'est l'article de la Constitution qui autorise le gouvernement à faire passer un projet de loi sans vote du Parlement, sauf si une motion de censure est déposée et qu'elle est votée. Or, 62 ans après la dernière occurrence, c'est la première fois donc qu'un gouvernement est de nouveau renversé. Donc après celui, la dernière en date, en fait, c'était le 15 octobre 1962. Et à l'époque, c'était le gouvernement de Georges Pompidou qui était renvoyé à la démission. La barre des 288 suffrages nécessaires pour faire tomber le gouvernement, la moitié des 574 sièges actuellement pourvus au Palais Bourbon, a été largement franchie grâce à la combinaison de voix du NFP, du Rassemblement national et de son allié UDR, le groupe d'Éric Ciotti. Voilà, donc on voit sur cette représentation politique la part des personnes qui ont voté pour le vote. Donc quand c'est en couleur foncée, ils ont voté pour, et quand c'est en couleur claire, ils ont voté contre. Donc globalement, on voit que le groupe GDR a voté pour, que le groupe La France Insoumise a voté pour, que le groupe écologiste aussi, le groupe PS pareil, le groupe UDR et le groupe RN. S'y sont adjoints quelques voix supplémentaires, donc notamment Daniel Grenon des non-inscrits, et on a aussi Olivier Servat du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, qu'on appelle LIOT, qui lui aussi a voté pour. C'est un suffrage où il ne peut y avoir que des voix pour. Soit on vote, soit on ne prend pas part au vote. Et donc là, ce qu'il s'est passé, c'est que donc sur les d'ailleurs, c'est pas 574 sièges, parce qu'il y en a 589, il y en avait 587 qui étaient pourvus. Oula, non mais ils ont écrit n'importe quoi. Non, oui, 586. 586 pourvus, ce qui faisait que la majorité absolue des voix, c'est-à-dire 50% des voix plus 1, était située à 288 suffrages. Et donc ça a été largement atteint avec ce vote. Voilà. Et donc, du coup, n'ont pas voté les groupes Ensemble pour la République, les démocrates, Horizon et Indépendants, grosso modo Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, et la droite républicaine. Donc ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 groupes qui n'ont pas voté pour la censure. Et la plupart des non-inscrits, d'ailleurs, n'ont pas voté la censure non plus. La précédente motion de censure contre le gouvernement Barnier, déposée le 8 octobre par le NFP, avait échoué, réunissant les suffrages de seulement 197 députés sur 577. Et oui, c'était une motion de censure spontanée qui avait été déposée par les 4 groupes du NFP en réponse à la nomination de Michel Barnier et au fait que Emmanuel Macron n'avait pas nommé Lucie Castet en tant que représentante des 4 groupes du NFP, qui était la première force arrivée en tête lors des élections législatives anticipées de juin 2024. Voilà un petit peu pour le petit historique. Voilà,
Donc mercredi, nous avons perdu Michel Barnier, voilà, qui est devenu de fait l'un des premiers ministres, je crois que c'est d'ailleurs devenu le premier ministre de la Ve République, qui a été le moins de temps Premier ministre. 3 mois au total. C'est vrai que c'est un peu court comme contrat de travail. Qui aurait cru qu'être Premier ministre, finalement, s'exposer à des contrats de travail précaires, hein. Voilà, comme quoi, voilà, même à Matignon, on n'est pas protégé du travail précaire. C'est vous dire à quel point le monde du travail s'est fortement détérioré. Voilà, donc on a perdu Michel Barnier. Il a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Et donc maintenant, nous sommes dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Mais ça, on va le voir, ce sera la seconde thématique de l'agenda politique. En attendant, nous avons eu Emmanuel Macron, notre président de la République. Ah, bonjour grosse chèvre, comment vas-tu? Est-ce que tu passes une bonne journée, un bon lundi? On vient de commencer l'agenda politique, donc tu arrives pile poil. Et on était en train de faire le bilan sur la censure de Michel Barnier. Voilà, un petit point sur les 331 voix qui ont censuré Michel Barnier. Voilà. Donc on était tout au début. Ah bah c'est cool. Bon, content que tu ailles bien. Donc disais-je, vu que Michel Barnier a été censuré, nous avons eu une allocution de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a donné un petit peu un bilan de sa réaction. Il a fait en fait un react, voilà. Lui, il appelle ça une allocution. Nous, on va appeler ça dans le Twitch game un react. Un react politique à la censure de Michel Barnier. Hop, voilà. On va faire un petit bilan de son allocution pour savoir quelles ont été les grandes lignes qu'il nous a dit le jeudi soir, puisque c'était le lendemain de la censure de Michel Barnier. Oh là, mais c'est cryptique pour vous là. On va zoomer. Ah voilà. Tac. Bah comme ça vous aurez l'image à côté. Ça vous occupera les yeux. Emmanuel Macron fustige les oppositions et appelle à un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Petite référence pour ceux qui l'auront. Le président de la République s'exprimait ce jeudi soir à 20h à la télévision, 24 heures après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Il est revenu sur les raisons de la crise politique que traverse le pays et a tenté d'esquisser un plan de sortie. Ouais, le mot c'est tenté, non? Un gouvernement d'intérêt général. L'information était tombée plus tôt dans l'après-midi. Pas de nom pour un nouveau Premier ministre dès ce jeudi soir. En effet, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui le charge de composer un gouvernement. Emmanuel Macron a toutefois assuré qu'il nommerait bien quelqu'un dans les prochains jours. Bon, on est lundi et pour l'instant, rien de neuf. Moi, je pense que d'ici mercredi, on n'aura pas de nouvelles. Que s'il y a nomination, ce sera mercredi, mais pas avant. Emmanuel Macron a toutefois assuré qu'il nommerait bien quelqu'un dans les prochains jours. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général. Encore une fois, des mots qui ne veulent rien dire, ce qu'on pourrait appeler un concept mobilisateur, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer, ou tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer, a-t-il précisé. Ouais, donc ça, c'est des paroles creuses pour dire pitié, me recensurez pas un autre Premier ministre. C'est bon, là, je dois déjà composer avec le fait que vous m'en ayez censuré un. C'est pas très sympa. Emmanuel Macron promet un projet de loi spéciale qui sera déposé à la mi-décembre au Parlement. Cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays, décrit-il. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Une loi de finances rectificative devra suivre et faire office de vrai budget pour l'année à venir. Voilà, puisque effectivement, avec la censure du gouvernement de Michel Barnier, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été retoqué, qui repart au Sénat. Et en fait, il n'y a plus de budget actuellement en discussion, puisqu'on n'a plus de gouvernement. En fait, il faut savoir que l'Assemblée nationale ne peut avoir de discussion sur des projets et propositions de loi sans présence d'un gouvernement. Voilà, donc pour l'instant, les débats sont suspendus, ou du moins les séances sont ajournées. Ce qui fait que là, on se rapproche d'autant plus de la date fatidique du 1er janvier, et qu'on n'a toujours pas de budget pour l'année 2024. 25, oula. Si, on en a eu un pour 2024.
Or, le problème, c'est que pas de loi au 1er janvier, eh bien, pas de fonctionnement des services publics, pas de paiement des traitements des fonctionnaires, etc., etc. Pas de commande publique et bien d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron entend procéder par voie de loi spéciale qui permettrait de reprendre les mêmes dispositions que dans le budget 2024 et le mettre en place pour 2025 en attendant que le gouvernement prépare sa version du budget. Donc, ce qui permettrait quand même à l'État de fonctionner, voilà, et de payer tous les fonctionnaires dans les collectivités locales, voilà, de pouvoir faire fonctionner les écoles, de payer l'armée, etc., etc., etc. Emmanuel Macron nous a dit aussi qu'il n'y aurait pas de démission au programme. De nombreuses voix appellent à la démission du président. Il les a déçus. Le mandat que vous m'avez confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme, soutient-il, écartant une démission immédiate ou même dans quelques mois. Effectivement, il n'a pas arrêté de marteler que son mandat se terminerait dans 30 mois et qu'il comptait bien aller au bout des 30 mois. Moi, je ne sais pas comment il va les faire pour aller au bout. Voilà. Vu l'instabilité dans laquelle il a plongé la 5ème République, je ne sais pas comment il va faire pour aller au bout. Emmanuel Macron a aussi critiqué un front anti-républicain. Le président est revenu sur l'historique et les raisons de la dissolution qui a conduit à un gouvernement sans majorité absolue. Cette décision n'a pas été comprise, a-t-il concédé. Oui, enfin, ça c'est sa façon de dire que la grenade dégoupillée, il se l'est repris dans les dents. Il a aussi remercié Michel Barnier pour le travail accompli pour le pays et sa pugnacité. Ah, j'ai raté ça. Il peut se permettre de faire la tortue pendant 30 mois. Ah bah je pense que d'ailleurs ça va être la seule stratégie qu'il va pouvoir mener pendant 30 mois. Parce qu'en vrai, à moins de procéder à une nouvelle dissolution en juillet et que ça l'emmène avec une encore plus faible minorité présidentielle, je vois pas comment il peut faire. Hein. Clairement, plus il va dissoudre, plus il va se faire prendre à la gorge par une Assemblée nationale qui lui sera de moins en moins favorable. Sachant qu'en plus, il y a les élections municipales qui approchent, que ça devrait certainement être un tollé pour le bloc central. Non, oui, la passe est compliquée pour Emmanuel Macron. Ça sent la fin de règne. Voilà. Bah, attendez. Pourquoi fermer la vidéo hein. Ah bah voilà. Ah bah d'accord, c'est quoi ce truc là qui mange une partie du texte? Avant de renvoyer la balle aux oppositions, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, a tensé le président de la République. Je n'assumerai jamais les irresponsabilités des autres. Alors, je renvoie vers des commentateurs politiques qui font ça bien mieux que moi pour critiquer le fait que le seul irresponsable ici, c'est bel et bien Emmanuel Macron, qui est celui qui a dissous l'Assemblée nationale, qui aura refusé de nommer Lucie Castet première ministre alors qu'elle était représentante de la coalition arrivée en tête lors des élections, et maintenant qui doit faire face avec son premier ministre qu'il a choisi au fait que ce dernier ait été censuré. Voilà. Mais d'autres le font bien mieux que moi et argumentent bien plus. Je ne fais que livrer les conclusions d'autres politistes, oui voilà, qui commentent l'actualité politique. Sachant qu'en plus, l'extrême droite et l'extrême gauche, on va faire un petit peu de définition. L'extrême gauche, elle existe en France, mais elle n'a rien à voir avec cette décision, puisque l'extrême gauche, elle renvoie à une partie du corps politique qui croit au changement politique par la révolution, par la voie de la rue, par la voie de la révolte, qui, à l'instar à l'opposé de la gauche, de la gauche classique, elle entend prendre le pouvoir par la voie des urnes. Or, vu que l'extrême gauche ne croit pas en la solution des urnes, il ne se présente pas. Ou alors font des scores très faibles. On a différents partis, on a Lutte ouvrière, le NPA, enfin différentes motions du NPA, hein, parce qu'il y a plusieurs NPA. Voilà. Ils n'ont pas d'élus. Donc, ils ne peuvent pas participer à ce fameux front anti-républicain que critique notre président. Donc,
Il peut dire que la gauche et l'extrême droite se sont unis dans un front anti-républicain, mais il en porte les conséquences politiques. Mais comme il veut pas emporter la responsabilité, bah tant pis pour lui, quoi. Voilà, donc il s'agirait de grandir déjà, et il s'agirait aussi de qualifier les bons mots. Dans le même décor que lors de ses interventions lors de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron a aussi voulu insuffler de l'énergie aux 30 mois qui restent avant la fin de son quinquennat. Ça va être long, putain. Une époque nouvelle doit commencer, appelle-t-il. De toute façon, ça, on le connaît, le roi de la communication. À chaque fois qu'il appelle quelque chose de nouveau, il se passe rien. Il s'est même fendu d'une comparaison entre la situation de la France et la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la cérémonie de réouverture a eu lieu ce week-end après un terrible incendie il y a 5 ans. C'est la même chose qu'il faut faire pour la nation, avoir un cap clair, défend Emmanuel Macron. Espérons juste que la France ne prenne pas feu. Effectivement, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant nous n'avons plus de Premier ministre, nous n'avons pas de budget, bref, nous nous enfonçons davantage dans la crise politique qui, je le répète, a été lancée par Emmanuel Macron lui-même. Hein. Voilà. Il est responsable, mais ne veut pas en assumer les conséquences. Voilà. Continuons toujours sur la thématique de la censure. On va parler de toutes ces mesures budgétaires devenues caduques en raison de la censure. C'est un article de qui ? De France Télévisions, on n'a pas de nom. Consécutivement au vote mercredi soir de la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, les textes budgétaires se retrouvent presque définitivement enterrés. Certains vont y gagner, d'autres non. La France plonge dans l'inconnu. C'est racoleur comme titre. Alors que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré par l'Assemblée nationale, mercredi 4 décembre, on le dira jamais assez, l'avenir des textes budgétaires est plus qu'incertain. Le vote entraîne automatiquement le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ah, ils l'ont bien écrit, c'est fantastique. Quant au budget 2025, actuellement examiné par le Sénat après son rejet à l'Assemblée nationale, il a désormais très peu de chances d'être adopté d'ici la fin de l'année. Bah oui, parce que du coup, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Pour chacun de ces deux textes, une loi spéciale pourrait donc être votée en urgence afin de reconduire les dispositions prévues par le budget 2024. Effet immédiat de la censure, plusieurs mesures prévues dans les textes budgétaires 2025 deviennent caduques. France Info, les détails. Premièrement, on a la sous-indexation des retraites. Ce fut l'un des dossiers chauds de la bataille budgétaire. Après avoir envisagé de décaler de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite, le gouvernement avait reculé en novembre sous la pression de la droite. Le budget de la sécurité sociale prévoyait finalement d'augmenter les pensions de retraite de la moitié de l'inflation au 1er janvier 2025, avec un complément au 1er juillet pour les retraites inférieures au SMIC. Cette mesure, qui devait permettre de réaliser 3 milliards d'économies, pénalisait malgré tout les retraités dont la pension se situait au-dessus du SMIC. Et je le répète, ceux qui étaient aussi en dessous du SMIC, puisque du coup ils y perdaient au change les 6 premiers mois. Enfin, faut pas l'oublier ça. Hein. Non mais on se réfugie derrière cette mesure pour ne pas rappeler qu'en fait, du coup, l'ensemble des retraités auraient perdu pendant 6 mois ce qu'ils auraient dû avoir dès le 1er janvier, quoi. Ils auraient bénéficié d'une revalorisation moindre que le niveau de l'inflation. Voilà. Sans budget de la sécurité sociale, les pensions des retraités seront revalorisées à hauteur de l'inflation au 1er janvier, comme le prévoit le Code de la sécurité sociale. Cette augmentation bénéficiera à plus de 14 millions de retraités affiliés à des régimes de base obligatoires, selon les chiffres communiqués en janvier par le site Service Public, au moment de la précédente revalorisation des pensions. Sans nouveau texte budgétaire adopté, les retraités seraient effectivement gagnants, a reconnu sur France Info la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Démissionnaire du coup, ministre démissionnaire, puisque maintenant elle est déchue. Encore une fois, on va jouer sur les mots, puisque
c'est ce qu'a fait la Macronie pendant 7 ans et qu'il continue encore de faire aujourd'hui, c'est pas que les retraités seraient gagnants, c'est qu'ils auraient droit aux mesures qui sont prévues dans la loi. C'est pas qu'ils sont gagnants, c'est qu'en fait, comme ça, on va appliquer la loi et qu'on va pas essayer de la modifier pour leur retirer une partie de leur retraite. Mais encore une fois, c'est la Macronie qui tord le sens des mots, hein, pour ne pas admettre qu'ils font une politique antisociale. La revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu de 2% afin de tenir compte de l'inflation et plus particulièrement de l'augmentation des revenus des ménages. Avec la censure, un projet de loi de finances spéciale pour parer à l'urgence se profile. Et ce texte ne ferait que reconduire les dispositions prévues dans le budget 2024. Les 6 tranches du barème de l'impôt sur le revenu resteraient au même niveau et ne suivraient donc pas la hausse des prix estimée par l'INSEE à 2% pour 2024. Michel Barnier a prévenu que cela entraînerait une hausse des impôts pour près de 18 millions de Français. Alors c'est marrant parce qu'au début on disait 1 million, ensuite c'est monté à 3, ensuite 8 et maintenant 18 millions de Français. C'est vraiment histoire de faire culpabiliser ceux qui ont voté la censure. Par ailleurs, 380 000 Français, jusqu'ici non imposés, devraient aussi s'en acquitter, selon le gouvernement, qui se base sur une étude de l'Observatoire français des conjectures économiques, l'OFCE, publiée début octobre. Si on ne neutralise pas les effets de l'inflation, un certain nombre de personnes pas éligibles à l'impôt vont le devenir et ceux qui en paient vont en payer plus, note Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Mais cette hausse mécanique des impôts n'est pas définitive. Le barème de l'impôt sur le revenu pourra être corrigé de manière rétroactive si un budget est voté au cours de l'année 2025. Idéalement, il faut le faire avant le printemps prochain et la date de déclaration des revenus pour 2024, explique Victor Fouquet, docteur en droit et spécialiste des finances publiques. Effectivement, il faut le faire avant le 1er avril. Autre mesure, le passage à 3 jours de carence dans la fonction publique. Le gouvernement avait présenté fin octobre un plan de lutte contre l'absentéisme des fonctionnaires. Parmi les mesures envisagées, il souhaitait ne plus payer les 2e et 3e jours des arrêts maladie en allongeant le délai de carence de 1 à 3 jours. Une réduction de la rémunération versée aux fonctionnaires en arrêt maladie à 90% contre 100% actuellement était aussi prévue dans le volet recettes du projet de loi de finances. Non mais c'est fou quoi. Le nombre de dispositifs antisociaux qui étaient prévus. Plus d'1 milliard d'euros d'économies étaient envisagés par le biais de cette mesure. Les syndicats de la fonction publique, qui avaient appelé à la grève ce jeudi pour protester contre le budget 2025, ont maintenu leur journée de mobilisation malgré la motion de censure. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le budget 2025 prévoyait une contribution exceptionnelle et temporaire sur les ménages les plus aisés, ce qui devait concerner 24 300 foyers fiscaux selon le ministère du Budget. Cette mesure, qui devait s'appliquer jusqu'en 2027, avec l'impôt sur les revenus de l'année 2026, devait permettre de garantir l'imposition des ménages à un taux moyen minimum de 20% et lutter contre l'optimisation fiscale. Elle devait concerner ceux qui sont déjà soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, c'est-à-dire ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros net pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple, excusez du peu. Mais du coup, cette mesure est tombée à l'eau et à moins qu'elle soit rétablie dans un PLFR, un projet de loi de finances rectificatif, pour l'instant, elle n'est plus à l'ordre du jour. Autre mesure qui tombe à l'eau, la surtaxe sur les grandes entreprises. La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises figurait parmi les mesures fortes du gouvernement pour renflouer les caisses de l'État. Alourdie par un amendement de la gauche avant le rejet du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, elle avait été récemment approuvée lors de l'examen au Sénat. Cette taxe ciblait les 450 entreprises réalisant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France et se serait traduite par une majoration de l'impôt sur les sociétés.
Le ministre du Budget démissionnaire, Laurent Saint-Martin, avait jugé que c'était un mal nécessaire. Elle devait rapporter 8 milliards d'euros en 2025, excusez du peu, puis 4 milliards en 2026. Sans budget, la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises de fret maritime, qui devait seulement concerner l'armateur français CMA-CGM, est aussi caduque pour le moment. Par ailleurs, ce sont aussi des dispositions pour les agriculteurs qui tombent à l'eau. Plusieurs mesures attendues par les agriculteurs figuraient dans le projet de loi de finances pour 2025 et celui de financement pour la sécurité sociale, comme des allègements de cotisations pour les travailleurs occasionnels ou des aides pour favoriser l'installation de nouveaux exploitants. Une réforme de la retraite des agriculteurs, qui devait être calculée sur les 25 meilleures années, était aussi prévue. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, avait jugé mercredi matin sur France Bleu qu'une motion de censure serait une très mauvaise nouvelle pour le monde agricole. Donc voilà un petit peu toutes les conséquences de la censure de Michel Barnier. Plus de gouvernement, plus de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, plus de budget, un risque de shutdown au 1er janvier, à moins qu'une loi d'exception soit déposée, à moins qu'on ait un nouveau gouvernement. Et justement, c'est ce qu'on va parler pour la suite, puisqu'on vient de terminer cette première thématique sur la censure du gouvernement. Nous allons passer à la seconde thématique de cet agenda thématique, un nouveau gouvernement. Et pour ça, on va commencer avec un premier article qui datait d'avant la censure, où déjà, à l'époque, Gabriel Attal préconisait, en cas de chute du gouvernement, d'appeler tous les partis républicains, sauf le RN et LFI, à trouver un compromis. Et vous savez quoi ? On va écouter. Comme ça, ce ne sera pas moi qui parlera, ça me fera une petite pause. On écoute ça. On écoute France Info. Bonjour Victoria Koussa. Bonjour. Dans cette journée de censure, on s'intéresse à un homme ce matin, Gabriel Attal, qui a l'intention d'appeler tous les partis républicains à trouver un compromis si la censure était adoptée. C'est votre info du brief. Oui, le chef des ex-Renaissance à l'Assemblée compte lancer une initiative dès l'instant où la censure sera votée. D'après un macroniste de premier plan, il s'adressera aux différents groupes dits républicains, c'est-à-dire sans le RN et sans LFI, pour tenter de mettre tout le monde autour de la table et de réfléchir à un pacte de stabilité. Mais la censure n'est même pas encore votée. C'est pour ça que l'entourage de Gabriel Attal tempère, lui qui est déjà perçu par certains comme responsable en partie de l'échec de Michel Barnier. Il lui a mis pas mal de bâtons dans les roues, faut dire, ces derniers temps. On nous confirme son idée de lancer une initiative, mais on nous dit, pour l'instant, on fait tout pour éviter la censure. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bon, et dans le fond, c'est quoi l'idée de ce pacte de stabilité ? Alors, c'est pas un contrat de mariage, c'est plutôt un pacte de non-agression où les partis signeraient en bas de la page pour s'engager à ne pas censurer le gouvernement en place, qui dirait en gros « je suis pas comptable de ce que fait le Premier ministre, je peux voter contre ses propositions, mais je lui fais pas la peau à la moindre occasion. Il faut dépasser les clivages un an ou deux pour sortir de la crise », pousse une cadre de Renaissance. Donc la solution viendrait des partis, des groupes politiques. Et oui, pas l'inverse. Pour certains, Michel Barnier a fait l'erreur qui risque de lui coûter sa place de composer son gouvernement avant d'aller négocier avec les groupes à l'Assemblée. Là, l'objectif est de partir d'un accord sur plusieurs points, 5, 10 points. Il y a des majorités à trouver sur la fin de vie, par exemple, la proportionnelle. Et ce n'est qu'ensuite qu'il faudra réfléchir au nom d'un Premier ministre. Et on imagine que ce ne sera pas simple. Non, la gauche veut un Premier ministre de gauche. Et les alliés de Michel Barnier rappellent qu'ils ont le plus de députés pour soutenir un seul et même homme, quand ils comptent macronistes, Modem, Horizon et la droite. Et un pacte de non-agression, c'est aussi l'idée du socialiste Boris Vallaud. Oui, lui propose un pacte de non-censure, c'est à peu près la même idée, avec un autre gouvernement pour une autre politique. Il le dit ce matin dans le Figaro. Le patron des socialistes à l'Assemblée doit d'ailleurs en dire un peu plus, selon nos informations, tout à l'heure, dans l'hémicycle, quand il prendra la parole pour défendre la censure. Victoria Koussa pour le brief politique. Hop, voilà, donc le petit débrief politique de France Info qui nous permet de nous tenir au parfum de ce qu'il s'est passé. Vous voyez que ça s'activait déjà avant même la censure, puisque le RN avait confirmé qu'ils allaient voter le texte du NFP.
Donc forcément, ça commençait déjà à répliquer. J'aime bien cette logique, on appelle tout le monde à construire un gouvernement, sauf RN et LFI. Dans ce cas-là, c'est pas tout le monde, hein, parce que ils sont présents à l'Assemblée nationale, et donc si tu veux composer avec tout le monde, tu dis tout le monde. Sinon, tu dis, eh ben, on va faire avec lui, tu cites les gens. Voilà, ça c'est pour revenir sur les mots, parce que ça a tendance là aussi à m'énerver. Sur les fameux partis républicains et les partis anti-républicains, on peut se poser encore une fois des questions sur la sémantique employée. Tout ça pour dire que voilà, une idée chemine depuis que la censure de Michel Barnier est inscrite à l'ordre du jour. C'est la question de ce fameux pacte de non-agression. Voilà, on va l'appeler comme ça pour faire un petit clin d'œil historique entre partis pour en arriver à une nouvelle figure politique à Matignon qui inclurait le plus de partis possible, inspiré des mots d'Emmanuel Macron, hein, un gouvernement d'intérêt national, je crois que c'est ça qu'il a dit, voilà, qui compterait donc un élargissement à plus de partis. Ce qui est marrant, c'est que cet été, quand c'était le NFP qui disait d'abord on va se mettre d'accord sur des points programmatiques, vous nous rejoignez ou pas, et puis ensuite on proposera un nom pour Matignon, il en était absolument hors de question pour les macronistes. Là maintenant que la situation est renversée, c'est marrant comment tout le monde leur donne pas raison, mais leur dit que c'est la bonne idée à trouver. Voilà, deux poids, deux mesures. Passons à la suite. Alors ça c'est le petit encart rigolo, voilà, pour dédramatiser la situation sur le nouveau gouvernement. Regardez qui est là. Remarquez, on aurait pu avoir Manuel Valls. Hein, mais non, c'est Ségolène Royal qui écrit à Emmanuel Macron pour dire qu'elle est disponible pour être candidate à Matignon après la censure de Michel Barnier. Voilà. Regardez-la moi avec cette tête de vainqueur. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a gagné, mais elle en veut. Voilà, elle a présenté sa candidature pour être première ministre de gauche capable de faire un gouvernement élargi. Voilà, donc on cite notamment que Ségolène Royal a été ministre de l'Environnement et a critiqué les noms de successeurs de Michel Barnier, notamment, et ça c'est des noms qu'on entend toujours parler, Sébastien Lecornu ou François Bayrou. Je vous invite toujours d'ailleurs à rester prudent vis-à-vis des bruits de couloir comme ça qui circulent sur des éventuels noms, parce que rappelez-vous, quand Michel Barnier a été nommé, on ne parlait pas de Michel Barnier. On savait qu'il avait été reçu par Emmanuel Macron, mais on savait aussi qu'il y avait d'autres noms qui circulaient. On disait François Bayrou, on disait Cazeneuve aussi, ou encore Sébastien Lecornu. Or, au final, c'est Michel Barnier qui a été nommé. Donc méfiez-vous des bruits de couloir. Hein, si ça se trouve, justement, le nom du Premier ministre sera encore une fois quelqu'un qu'on n'aura pas vu venir. Hop, voilà. Nanana. Celle qui regrette un manque de visibilité sur le projet commun qui nous fait tenir ensemble au niveau... Ah, mais pourquoi c'est chiant, ça s'actualise. Mais... Ah. Donc, celle qui regrette un manque de visibilité sur le projet commun qui nous fait tenir ensemble au niveau de la nation française, l'a ainsi assuré. Le nouveau locataire de Matignon doit être issu de la coalition gagnante des dernières législatives, le Nouveau Front Populaire. Oui, parce que au-delà de la blague, elle soutient quand même l'idée du NFP avec un gouvernement élargi dans cette logique d'accord de non-censure. C'est la raison pour laquelle il faut à la fois choisir un Premier ministre de gauche et en même temps qu'il soit capable de faire un gouvernement élargi qui reflète le front républicain, termine-t-elle. Ce jeudi, Michel Barnier était attendu à 10h au Palais de l'Élysée pour présenter sa démission au président de la République. Voilà. On continue. Donc, chacun ses idées pour ce nouveau gouvernement. Et, justement, vu que l'Assemblée nationale est en plein dilemme, on a un député qui a trouvé une idée que je vais qualifier d'originale. Voilà. Elle est originale. Elle peut être bien, elle peut être pas bien. Ça, c'est libre à votre interprétation. Mais on va voir l'idée de Stéphane Vogetta,
qui a proposé à l'Assemblée de s'autodissoudre au 1er janvier. L'élu des Français de l'étranger appelle à une démission collective, étant donné qu'Emmanuel Macron ne peut dissoudre l'Assemblée nationale avant l'été prochain. La démissolution, alors que tous les regards se tournent vers Emmanuel Macron pour qu'il nomme rapidement un nouveau Premier ministre, après le départ forcé de Michel Barnier, un parlementaire du socle commun appelle l'Assemblée nationale à s'autodissoudre. Pour Stéphane Vojetta, le député rattaché au groupe macroniste EPR qui propose la chose singulière sur les réseaux sociaux, il s'agit d'une option de déblocage. Son idée, que les 577 élus du Palais Bourbon démissionnent tous simultanément le 1er janvier pour retourner face aux électeurs et permettre aux Français de clarifier leurs choix politiques dès le mois de février. L'élu des Français de l'étranger met au défi ses collègues qui plaident pour la démission du président de la République, faute d'alternative pour débloquer la situation, car pas de dissolution possible avant juillet 2025. Ce sont des menteurs et des lâches, affirme-t-il. Ah bah dis donc. De fait, le président de la République ne pourra dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer des élections législatives anticipées qu'à l'été prochain, 1 an après l'élection des députés. Une règle inscrite dans la Constitution qui s'appliquerait également aux nouveaux locataires de l'Élysée dans l'hypothèse improbable, à l'heure actuelle, où Emmanuel Macron démissionnerait. Oui, parce que du coup, certains partis appelaient à la démission d'Emmanuel Macron, mais ça ne règle pas la solution, puisque de toute façon, même si on changeait de président, on aurait toujours une Assemblée nationale tripartite et complètement balkanisée, qui ferait que le nouveau président ne pourrait pas dissoudre avant l'été 2025, puisque du coup, ça ne dépend pas d'un nom d'un président de la République de dissoudre, c'est bien la Constitution qui dit qu'il ne peut être procédé qu'à une dissolution. Il ne peut être procédé à une dissolution que dans l'année qui suit une élection à l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu. Alors c'est plus ou moins ça les mots de la Constitution. Donc Emmanuel Macron ou même ou un autre ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale avant juillet prochain. C'est pour cela que Stéphane Vojetta a proposé que tout le monde démissionne. Parce que dans ce cas-là, c'est pas une dissolution, mais du coup, en fait, on réorganise toutes les élections législatives, puisque quand un député démissionne, on organise ce qui s'appelle une élection législative partielle. Dans la circonscription où le député a démissionné, eh bien, en fait, on refait l'élection, mais pas à l'échelle de toute la France. Or là, si tout le monde démissionnait, eh ben, ce serait finalement, on aurait 577 législatives partielles. Mais du coup, ça referait les élections législatives, sans qu'il y ait eu de dissolution. Donc c'est amusant comme solution, original, voilà. Et à vous de voir si vous trouvez ça bien ou pas comme idée. Sur le papier, donc, la proposition de Stéphane Vojetta permettrait effectivement un retour aux urnes. Des élections législatives anticipées seraient organisées dans les 577 circonscriptions maillant le territoire, avec une issue comparable aux élections législatives traditionnelles. Dans les faits, l'idée du député, qui a pris de menues distances avec Renaissance quand le parti a soutenu Manuel Valls face à lui en 2022, ah oui c'est vrai, n'a aucune chance d'advenir. Comment imaginer l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale s'accorder sur le principe d'une démission collective dans le chaos actuel ? Par ailleurs, rien n'indique que la donne politique change à l'Assemblée après de nouvelles élections législatives, aussi massives soient-elles. Et oui, il y a le risque qu'on ait exactement les mêmes résultats. Encore une fois, une tripartisation qui change à quelques sièges près, mais qui soit toujours là. Sur les réseaux sociaux, les rares collègues qui répondent à Stéphane Vojetta le font sur le ton de l'ironie. Vas-y en premier, on te suit. Plaisante par exemple la députée écologiste de la Drôme, Marie Pochon. Voilà, ça rigole, mais au moins il a eu le mérite de proposer une solution pour sortir de la crise. Voilà. Toujours sur le thème du nouveau gouvernement, on va parler de cette histoire d'accord de non-censure. Est-il seulement possible ? Voilà, entre différents blocs et différents partis. Les dirigeants socialistes Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, donc du Parti socialiste, ah oui, non mais c'est marqué dessus,
ont publié, ce jeudi 5 décembre, une lettre adressée à Emmanuel Macron. Dans ce courrier, ils demandent au président de la République de recevoir les représentants des partis ayant participé au Front républicain, afin de discuter des modalités d'un accord de non-censure. Le chef de file des députés du parti présidentiel, Gabriel Attal, réfléchit quant à lui à la façon d'élargir le socle gouvernemental pour que le prochain locataire de Matignon échappe à la menace d'une censure de la France insoumise et du Rassemblement national. Et oui, parce que si jamais la coalition s'élargissait, rien que si le Parti socialiste rejoignait l'ancien socle commun qui est désormais caduc, eh bien du coup il y aurait une majorité absolue pour composer un gouvernement. Donc voilà un petit peu ce à quoi s'attache d'un côté le Parti socialiste et de l'autre côté le socle commun. Voilà. Le Parti socialiste tend la main d'un côté. Boris Vallaud propose une sortie de crise dans l'hypothèse où le gouvernement de Michel Barnier serait censuré. Ah oui, encore une fois, on était avant la censure. Il s'agissait de s'adresser à tous les présidents de groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'arc républicain et de poser la question des conditions d'une non-censure. Pardon. Un appel qui s'adressait à toutes les formations politiques, sauf au RN. Objectif de cette entente minimale, tenter de bâtir des compromis texte par texte et de discuter des priorités de politique budgétaire. Renaissance, de l'autre côté, donne des signes d'ouverture. Gabriel Attal a lui-même fait état d'une réflexion sur le sujet. Il faut un accord de non-censure des LR au PS. C'est la seule équation politique où le RN n'est pas en capacité d'être arbitre et de dicter la politique du gouvernement. Oui, parce qu'à la fin, on avait vraiment un gouvernement qui mangeait dans la main du Rassemblement national. Hein. Vraiment, Marine Le Pen demandait, Michel Barnier se couchait. Resterait cependant à définir le contenu de cet accord et à se mettre d'accord sur le profil du futur locataire de Matignon. Et pour l'ex-premier ministre, outre le RN, cette discussion se ferait aussi à l'exclusion de LFI, comme on l'a vu. Là où le PS est partant pour inclure LFI dans les discussions. Lors du débat de censure mercredi, Gabriel Attal a d'ailleurs exhorté la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, à se ressaisir et s'affranchir de la France insoumise afin de se mettre enfin autour de la table pour agir véritablement pour les Français. On écoute Gabriel Attal. Et puis, il y a ceux, je le crois profondément, pour qui il est encore temps de se ressaisir. Je pense à ceux qui, il y a 7 ans à peine, gouvernaient encore la France. Ceux qui, je le crois sincèrement, comptent dans leur rang des élus sincères, convaincus que la laïcité n'est pas un gros mot, que la compétitivité est nécessaire et que la stabilité est indispensable. Ceux qui, depuis le congrès d'Épinay, unissaient la gauche autour de leurs valeurs et ne se soumettaient pas, au contraire, comme aujourd'hui, à celles de l'extrême gauche. À cela, nous le disons, on peut s'opposer sans tout gâcher, on peut s'opposer sans censurer. C'est à cela que nous disons « affranchissez-vous, affranchissez-vous ». Voilà, on s'arrête là du coup pour Gabriel Attal, hein, on va pas tout mettre non plus. Et vous me direz, on a de la chance, hein, parce que là on était sur 35 minutes il me semble de discours de Gabriel Attal. Donc voilà, concrètement, Gabriel Attal, je vous fais la traduction. Gabriel Attal dit au PS, rejoins-nous, on est bien, viens, on est bien. Sur le fond, le chef de file des députés du parti présidentiel, selon le chef de file, cet accord se concentrerait sur 3-4 points programmatiques pas irritants pour tenir jusqu'à l'été. Il n'y aurait pas beaucoup de réformes, une sorte de super gestion des affaires courantes. Et d'ajouter que s'il y a coalition, le PS n'aura pas l'abrogation de la réforme des retraites et les LR n'auront pas leur loi immigration. Dans son esprit, le groupe Ensemble pour la République incarnerait un pôle de stabilité, sorte de pivot de chaque négociation. Les Républicains en position d'attente, la France insoumise opposée à la non-censure. Les Républicains semblent à ce stade en position d'attente. Laurent Wauquiez a souhaité se montrer constructif.
On ne sera pas dans le blocage, on ne sera pas dans la stratégie du pire, on ne fera pas tomber le gouvernement, on ne fera pas ce qu'a fait Marine Le Pen. Beaucoup de négations, hein, ça présume pas qu'il est très emballé à l'idée de s'ouvrir, hein. En revanche, du côté de la France insoumise, Mathilde Panot a prévenu que l'accord évoqué par les socialistes serait une rupture avec le nouveau Front populaire. La chef de file insoumise a prévenu que son groupe censurait tout Premier ministre qui ne serait pas issu des rangs du NFP, avant d'appeler une présidentielle anticipée comme seule solution pour sortir de l'ornière. Et sur BFM, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a appelé les dirigeants du PS à revenir à la raison. Voilà, donc le torchon brûle déjà, mais, et je vais encore le dire, la démission d'Emmanuel Macron n'est pas une solution dans l'immédiat. Du moins, ce ne sera pas la solution à tous les problèmes. Peut-être que la France insoumise se dit que faire tomber Emmanuel Macron réglera tous leurs problèmes, mais en tout état de cause, cela ne réglera pas tous les problèmes. Bien au contraire. On se retrouvait dans une situation où, en plus de ne plus avoir de Premier ministre, on n'aurait même plus de président de la République. Voilà, donc ce serait compliqué. Surtout que là, c'est pas comme... Qui c'est qui m'appelle ? Oh, punaise. Oui, bah il laissera un message sur le répondeur, je suis en stream. Qu'est-ce que je disais ? Surtout que oui, c'est pas comme Michel Barnier qui actuellement reste à Matignon le temps qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Et pareil pour les autres ministres. Là, si le président démissionne, il quitte l'Élysée. Et c'est Gérard Larcher qui est nommé président par intérim, le temps de préparer une nouvelle présidentielle. Mais du coup, on n'aurait plus de président, du moins sur les prérogatives présidentielles, puisque Gérard Larcher n'aurait qu'un rôle honorifique de président de la République. Il n'a pas les pouvoirs d'un président pendant qu'il exerce l'intérim. Son but, c'est simplement de signer les papiers sur le bureau du président jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président qui puisse les signer à leur place. Voilà le rôle du président par intérim. Voilà. Donc, on a parlé un petit peu de différentes solutions de groupe. On va entendre les écologistes en la personne de Sandrine Rousseau qui propose un gouvernement du NFP et qui ne fasse pas de 49.3. La députée écologiste de Paris juge possible qu'un tel gouvernement échappe à la censure. Bonjour madame. Il faut que ce soit un gouvernement du nouveau Front populaire avec uniquement des ministres issus de ce nouveau Front populaire. Apprenez Sandrine Rousseau sur France Info, vendredi 6 décembre. La députée écologiste de Paris estime possible que ce gouvernement ne se fasse pas censurer par les autres partis, mais il faut que nous ne fassions pas de 49.3, que nous soyons la première force, mais que nous ne passions jamais en force. Très très jolie figure de style employée par Sandrine Rousseau. Sans passage en force sur les lois en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, tous les groupes parlementaires auront leur mot à dire sur les lois, les amendements, les votes qui sortiront, et ce qui sortira de ce Parlement sera des textes de compromis, a défendu Sandrine Rousseau. Et ben vous savez quoi ? Je suis entièrement d'accord avec cette idée. Peu importe la figure politique qui est à Matignon, à partir du moment où il n'engage pas un 49.3 et qu'il laisse les discussions se faire, je suis entièrement d'accord. Quitte à avoir une Assemblée nationale multipartite, autant que les textes de loi qui en sortent soient à l'image non pas du gouvernement qui les soutient, mais bien à l'image de l'Assemblée nationale qui va les amender et rajouter des propositions. Tant pis si c'est complètement différent des projets de loi initiaux et des propositions de loi initiales, au moins on aurait des vrais textes qui permettent d'intégrer... Ah, attendez, ça sonne à la porte. Tac, voilà, je suis de retour. On va pouvoir reprendre. Hop, voilà. Excusez-moi, c'était important. Donc disais-je, voilà, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là, en particulier de Sandrine Rousseau, de laisser le Parlement librement, sans engagement de responsabilité, peu importe la figure politique à Matignon, de laisser les parlementaires
donner leur mot à dire sur les lois, les amendements et les votes qui sortiront pour avoir des vrais projets de loi et propositions de loi qui soient à l'image de l'ensemble de l'Assemblée et du Sénat. Voilà, et ce serait une solution pour justement reparlementariser la Ve République et finalement faire tenir cette magistrature dans le temps, puisque du coup, on aurait une Assemblée qui serait en capacité de gouverner, tout simplement. La présence de la France insoumise dans ce gouvernement, un parti qu'Emmanuel Macron n'a pas encore invité à l'Élysée, était un élément rédhibitoire pour les autres partis, LR, EPR et RN, en juillet dernier, après les élections législatives anticipées. Ce n'est pas un problème aujourd'hui pour fonder un gouvernement de gauche, remarque Sandrine Rousseau, puisque les insoumis avaient dit qu'ils étaient prêts à ne pas participer à ce gouvernement de gauche. C'est vrai que ça nous renvoie en juillet dernier. Ah, à l'époque, j'étais pas encore streamer. Samedi 24 août, Jean-Luc Mélenchon avait proposé aux dirigeants du camp d'Emmanuel Macron et de la droite un gouvernement dirigé par Lucie Castet, sans ministre issu de LFI. Olivier Faure a été reçu vendredi 6 décembre à l'Élysée avec les chefs des députés socialistes Boris Vallaud et son homologue du Sénat, Patrick Kanner. Le premier secrétaire du PS a assuré que son parti ne participerait en aucun cas à un gouvernement dirigé par une personnalité de droite et qu'Emmanuel Macron s'était engagé à appeler les autres formations du NFP pour discuter avec elles. Est-ce que vous pensez que Olivier Faure fait référence aux paroles de François Mitterrand qui disait en son temps, et je crois que je le répète à chaque agenda politique, mais au moins comme ça vous retiendrez la citation. En France, rappelez-vous que le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Donc de là à dire qu'il faut forcément un Premier ministre de gauche puisque le centre est de droite, voilà. Est-ce ce qu'il a voulu dire ? J'ai envie de dire la réponse tout de suite. Voilà, puisque ça a avancé, et maintenant dans le cadre de la composition du gouvernement, le PS est prêt à négocier sous conditions. Les socialistes ont demandé un Premier ministre de gauche et n'excluent plus de faire partie d'un gouvernement d'intérêt général. Oh là, c'est écrit petit. Attendez, je vous zoome. Oui, non mais, chut, toi va-t'en. Hop, voilà. Emmanuel Macron s'entretiendra avec les responsables de LFI, des écologistes et du Parti communiste, a fait savoir son entourage vendredi 6 décembre au soir. Alors finalement, je le dis pas tout de suite. Je le dis pas tout de suite parce qu'on va le voir après. Le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, a été reçu en personne vendredi matin à l'Élysée. Donc vendredi dernier. Le président de la République tente de trouver au plus vite un nouveau Premier ministre. Contrairement à la fin de l'été, les socialistes n'excluent plus de faire partie d'un gouvernement d'intérêt général. Olivier Faure a assuré vouloir faire preuve de responsabilité et être dans le dialogue. Le Parti socialiste est prêt à négocier. Il a réclamé un Premier ministre de gauche et un changement de cap, tout en se disant ouvert au compromis. Attentif, Emmanuel Macron ne s'est engagé à rien, a raconté l'un des participants. Ce pas vers le centre a irrité au plus haut point la France insoumise. Nous ne leur avons donné aucun mandat pour négocier et faire des concessions à Macron et LR, a ainsi prévenu Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Les insoumis crient à la trahison. Il n'y a aucune trahison. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, mais pas à n'importe quel prix, ni à n'importe quelle condition, a répondu Olivier Faure. Et oui, parce que depuis, du coup, le torchon brûle entre les insoumis et le PS. Plus que jamais, le divorce est sur la table entre ces deux partis du nouveau Front populaire, qui pourrait peut-être justement l'entraîner, le nouveau Front populaire, dans sa chute avec ce divorce. Donc, cet article disait que LFI devait aller à l'Élysée, mais c'était sans attendre la réponse de LFI, qui disait qu'elle ne se rendra pas à l'Élysée lundi pour rencontrer Emmanuel Macron. Donc c'était indirect, mais tout simplement, voilà, aucune discussion autre que la nomination d'un gouvernement du nouveau Front populaire ne saurait avoir lieu avec le chef de l'État. Le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard,
annonce sur X que la France Insoumise, contactée par l'Elysée, ne rencontrera pas Emmanuel Macron lundi. Les LR fixent leur ligne rouge, ils ne veulent ni ministre LFI ni programme du NFP. Bernard Cazeneuve, l'un des noms évoqués pour Matignon, n'aurait pas voté la motion de censure, etc., etc., etc. Vous voyez que les lignes se précisent au fur et à mesure que la situation avance. Donc on a le bloc central qui est toujours propice aux négociations, LR qui veut toujours faire partie du gouvernement mais qui cherche à sauver ses Marocains ministériels, hein. Le PS qui est prêt à ouvrir des négociations avec le bloc central. Le Parti communiste et le Parti écologiste qui, eux, souhaitent rester dans le nouveau Front populaire, mais veulent quand même arriver à des compromis avec l'ensemble de l'Assemblée nationale. Et la France insoumise, pour qui toute négociation est exclue. C'est le NFP, rien que le NFP, tout le NFP. Voilà un petit peu ce que ça donne à ce jour. Et attention, préparez-vous, parce que là, on est tombé sur une petite dinguerie. Je peux vous assurer que ça va vous faire crisser tout ce que vous voulez crisser. Voilà. Ça faisait longtemps, hein, Guillaume. Hein, il faut prendre un abonnement, Guillaume. Hein. Guillaume Kasbarian, ministre démissionnaire de la fonction publique, voilà, qui est de nouveau dans l'agenda politique, qui invite à n'exclure personne pour le gouvernement, y compris le RN. Voilà, c'est-à-dire qu'après avoir mangé dans la main du RN pendant toutes les discussions ces 3 derniers mois, ben voilà, Guillaume Kasbarian se dit que finalement, on peut les inviter à prendre l'apéro, hein, voilà. On voit que le barrage républicain, il est à géométrie variable. Le ministre démissionnaire de la fonction publique s'est exprimé ce dimanche 8 décembre, donc hier, sur l'identité du prochain gouvernement, appelant à ne pas fermer la porte à aucune formation politique. Ah, j'ai une pensée. Ah, vous savez quoi, je vous la dis pas. Et je vous la dirai à la fin de l'article si ça se vérifie. Le ministre démissionnaire de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, a appelé ce dimanche 8 décembre, dans un entretien au JDD, comme par hasard, mis en ligne samedi, à n'exclure personne dans les négociations pour constituer un nouveau gouvernement, y compris les députés du Rassemblement national. Si une majorité absolue existait, on pourrait se payer le luxe de dire « je n'ai pas besoin des autres, je fonce, j'applique mon programme ». Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Dans l'équation politique actuelle, on ne doit exclure personne, estime l'ancien ministre du Logement. Pourquoi exclure ces élus des discussions budgétaires ? Le gouvernement de Michel Barnier a travaillé pendant 3 mois avec l'ensemble des forces politiques, ajoute-t-il, quelques jours après le renversement de la coalition gouvernementale par une motion de censure votée par le RN et la gauche. Alors qu'Emmanuel Macron pourrait nommer un futur Premier ministre dans les prochains jours, le ministre démissionnaire, qui s'est attiré les foudres des syndicats pour son plan de lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique, a estimé que le casting est secondaire pour Matignon. Le premier enjeu est de savoir ce qu'on bâtit sur le fond, insiste-t-il, rappelant qu'il a fait voter une loi contre les squatteurs avec les voix du RN. Au nom de quoi aurais-je refusé leur voix ? Cette loi n'était pas pensée pour ou contre le RN. Ah bah c'est facile de dire ça, hein, mais du coup, vous savez ce qu'on dit. Qui se ressemble, s'assemble. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a brièvement réagi sur son compte X. Il faut arrêter les stupes, ironise-t-il. Simple, efficace, j'ai presque envie de dire élégant. Voilà, ça c'est du grand Olivier Faure. C'est pile là où il faut. Ouais, franchement, voilà. Non, mais qui se ressemble, s'assemble. Hein, je veux dire, il est tellement RN compatible, Guillaume Kasbarian, que forcément, pour lui, ça pose pas de problème. Voilà. Lui, comme d'autres personnalités, d'ailleurs. Et en parlant de fonction publique, et ce sera notre dernier article en lien avec le nouveau gouvernement, on va parler des grèves qu'il y a eu le 5 décembre, le lendemain de la censure de Michel Barnier. Dans l'éducation nationale, les chiffres éloquents de l'importante mobilisation. Pourquoi je mets ça dans l'optique nouveau gouvernement ? Parce que c'était tout simplement avant la censure, c'était un des
motif de grève et que du coup ça s'est quand même tenu malgré la censure. L'ampleur de cette journée de mobilisation évoque certains chiffres conséquents des mobilisations contre la réforme des retraites. Ils sont nombreux à ne pas être allés en classe. Ce jeudi 5 décembre est marqué par un large mouvement de grève dans la fonction publique pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Parmi les grévistes, les professeurs se sont massivement mobilisés, selon les chiffres communiqués peu avant la mi-journée par le ministère de l'Éducation nationale. Un tiers des enseignants qui devaient travailler ce jeudi est en grève. 31,32% des enseignants plus précisément. 40,07% dans le premier degré, 23,47% dans le second degré. Et le FSU déclare lui 65% de grévistes dans le premier degré et 54% dans le second. Tiens, je suis curieux de savoir parce que quand on se déclare gréviste, voilà, c'est pas comme les manifestants où c'est compliqué de compter les chiffres, voilà. Là, je suis curieux de savoir au niveau des grévistes pourquoi on arrive à un tel écart entre d'un côté le ministère et de l'autre les syndicats. Par ailleurs, les agents de la fonction publique d'État étaient 18,61% à faire grève à la mi-journée, soit plus de 246 000 personnes recensées, a indiqué le ministère de la fonction publique. Des chiffres qui rappellent des mobilisations de 2023 lors des manifestations et des journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, tel qu'on peut le voir actuellement. Alors 6 avril, c'est où ? Ah oui, c'est là. Ah ouais, donc oui, effectivement. Hein. Ouais, ça rappelle des grands jours de manifestation. 200 000 manifestants en France, selon la CGT. Donc 160 défilés et rassemblements à travers la France, 30 000 manifestants rien qu'à Paris. Cette grève du 5 décembre se déroulait dans un contexte particulier de chute du gouvernement Barnier, qui avait par ailleurs laissé un goût amer aux organisations. L'annonce fin octobre par le gouvernement démissionnaire d'un plan de lutte contre l'absentéisme des fonctionnaires pour dégager 1,2 milliard d'euros d'économies a progressivement tendu les relations entre les syndicats d'agents et le ministre désormais démissionnaire de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, avant d'aboutir à une rupture du dialogue social. Le gouvernement justifiait ces dispositions par la nécessité de faire des économies pour relever les finances publiques en berne et de ramener le déficit public de 6,1% attendu en 2024 à 5% du PIB en 2025. Hop. Donc voilà pourquoi je parlais de cet article, de ces grèves, parce que c'était en lien avec, on l'a vu, les mesures qui sont devenues caduques dans les projets de loi tombés avec le gouvernement. Mais du coup, ils ont quand même maintenu leur grève pour bien montrer qu'ils étaient mobilisés, ils étaient là, et que peu importe qui sera à Matignon, il y a besoin d'investir dans la fonction publique. Tels étaient le mot d'ordre. Voilà. Et bien écoutez, on en termine avec la seconde thématique de cet agenda politique, la thématique du nouveau gouvernement, et on va passer à la nouvelle thématique. Mais juste avant, moi je vais juste marquer une petite pause, voilà, on va marquer une petite transition là-dedans. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez toujours un bon moment, que tout est clair pour vous. Twitch comme YouTube, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur la situation vis-à-vis de la censure, vis-à-vis du nouveau gouvernement. Voilà. Et à présent, on va finalement partir, quand j'aurai bu, on va partir dans la nouvelle thématique de l'agenda politique. On va parler Europe et international. Et j'espère que ça va toujours pour vous. Ah bah YouTube, tiens, si ça va toujours pour toi et que tu es intéressé à l'idée d'avoir plus d'agenda politique, je te laisse écrire dans les commentaires. Tiens, faudrait trouver un mot de passe à poster dans les commentaires. Lequel serait-il ?
Réfléchissons à un petit mot de passe, tiens. Attention, accrochez-vous. J'ai trouvé. Écoute, si tu es toujours là, à ce moment-là, YouTube, tu es à peu près à la moitié de la VOD, hein, normalement, de ce que j'ai prévu, et que du coup, tu apprécies toujours autant le contenu, je te laisse poster en commentaire le mot de passe suivant, carte de visite. Voilà, je compte sur toi, YouTube, hein. Hop, allez, on va reprendre, donc comme je le disais, avec la troisième thématique de cet agenda politique, agenda qui en comptera 4. Et donc cette fois on va parler d'international et d'Europe. On va commencer, on en avait déjà parlé la dernière fois, on va parler du Mercosur, puisque par rapport à la semaine dernière, la situation a évolué. Présentement, Ursula von der Leyen annonce la signature de l'accord de libre-échange, du Mercosur donc, et ça n'engage qu'elle, dit la France. Vous allez voir, le torchon brûle aussi avec la Commission européenne. L'annonce d'un accord par la Commission européenne entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur sur un traité commercial n'engage qu'elle, a commenté la ministre déléguée du commerce extérieur démissionnaire de la France, Sophie Primas. Le Mercosur et l'Union européenne ont conclu les négociations en vue d'un accord de libre-échange, a annoncé vendredi à Montevideo la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous avons conclu les négociations pour l'accord UE-Mercosur. C'est le début d'une nouvelle histoire. Je me réjouis maintenant d'en discuter avec les pays européens, a déclaré Ursula von der Leyen à X lors d'une conférence de presse conjointe avec les présidents de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, donc qui sont les 4 membres du Mercosur, pour annoncer l'accord conclu après 25 ans de discussion. Le Panama a également rejoint le Mercosur comme pays associé. Ah d'accord, ah c'est intéressant, ça je ne le savais pas. La Commission européenne a écouté les préoccupations du secteur agricole, assure sa présidente. C'est un accord qui bénéficiera aux 2 parties et apportera des bénéfices significatifs aux consommateurs et aux entreprises. S'il est approuvé, a-t-elle déclaré. Nous écoutons les préoccupations de nos agriculteurs et nous agissons en conséquence. Cet accord inclut des garanties solides pour protéger nos moyens de subsistance, a-t-elle ajouté. Or, de l'autre côté, on dit que c'est pas la fin de l'histoire. L'annonce d'un accord par la Commission européenne entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur sur un traité commercial n'engage qu'elle, a commenté de son côté vendredi la ministre déléguée du commerce extérieur démissionnaire de la France, Sophie Primas. C'est long à rajouter sur le CV. J'ai été ministre déléguée au commerce extérieur démissionnaire. Oh là là, rien que de dire ça, t'as déjà épuisé ton temps en entretien d'embauche. Hein. Non mais c'est bon, on vous rappellera pas. Hein. Aujourd'hui n'est clairement pas la fin de l'histoire. Ce qu'il se passe à Montevideo n'est pas une signature de l'accord, mais simplement la conclusion politique de la négociation. Celle-ci n'engage que la Commission, pas les États membres, a affirmé la ministre dans une déclaration, ajoutant que la Commission prend ses responsabilités de négociatrice, mais cela n'engage qu'elle. Le chancelier allemand, bientôt démissionnaire lui aussi, Olaf Scholz, s'est lui aussi félicité vendredi de la conclusion des négociations sur l'accord commercial entre les pays du Mercosur et l'UE qui apportera plus de croissance et de compétitivité. L'accord politique entre les pays du Mercosur et l'UE est là. Un obstacle important a été levé, a écrit le chancelier sur X. Plus de 700 millions de personnes pourront bénéficier d'un marché libre, de plus de croissance et de compétitivité, a-t-il ajouté. Youpi, tout ce qu'on veut. Von der Leyen trahit les agriculteurs européens. L'Alliance syndicale agricole majoritaire française, FNSEA Jeunes Agriculteurs, a estimé vendredi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait trahi les agriculteurs européens.
en annonçant la conclusion de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Cette validation est non seulement une provocation pour les agriculteurs européens qui appliquent les standards de production les plus élevés au monde, mais aussi un déni de démocratie, alors que la quasi-unanimité de nos parlementaires français se sont exprimés contre cet accord, affirment les organisations dans un communiqué. Pour elles, von der Leyen trahit les agriculteurs européens. Cet accord envoie un message catastrophique aux millions d'agriculteurs européens, a réagi l'Organisation européenne des syndicats agricoles majoritaires, le COPA-COGECA. Ah, c'est ça le COPA-COGECA, ok. L'organisation appelle les États membres et le Parlement européen à se mobiliser contre cet accord qui exacerbera les pressions économiques auxquelles sont soumises de nombreuses exploitations. Voilà. Donc, le Mercosur est signé, mais au niveau européen, pas encore au niveau étatique. Et c'est là que la ministre démissionnaire nous dit qu'il y a encore un moyen d'action. Restons donc sur le Mercosur, toujours, pour parler des pays qui rejoignent la fronde contre l'UE Mercosur en la personne de l'Italie. Pour eux, les calculs ne sont pas bons, les conditions ne sont pas réunies. Rome estime que la signature ne peut avoir lieu seulement à condition que les protections adéquates et des compensations en cas de déséquilibre pour le secteur agricole soient mises en place. Les conditions ne sont pas réunies pour signer en l'état l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, ont indiqué jeudi des sources gouvernementales italiennes. Cette prise de position intervient alors que la présidente de la Commission européenne est attendue blablabla. Bref, on a vu. Le gouvernement italien estime que les conditions ne sont pas réunies pour souscrire au texte actuel, affirment ces sources gouvernementales. Rome estime que la signature peut avoir lieu seulement à condition blablabla soit mise en place. On l'a lu. En premier lieu, il faut garantir que les normes européennes sur les contrôles vétérinaires et phytosanitaires soient pleinement respectées et, plus généralement, que les produits entrant dans le marché intérieur respectent pleinement nos standards de protection des consommateurs et de contrôle de qualité. Spoiler alerte, dans le cadre d'accords de libre-échange, tout ça tombe à l'eau. Donc en fait, ce ne sera jamais mis en place. Voilà. La France est en pointe dans le combat contre cet accord et le président Emmanuel Macron a redit à Ursula von der Leyen qu'une signature est inacceptable en l'état. Oui, mais en même temps, c'est Emmanuel Macron. Il a dit qu'à la fois c'était inacceptable, que c'était améliorable et qu'à la fois c'était acceptable. Donc la position française sur le Mercosur depuis Emmanuel Macron, elle n'a pas arrêté de fluctuer. Un système rapide et efficace de compensation en cas de perturbation sur le marché. Selon les sources gouvernementales italiennes, Rome entend exiger, pour arriver à un accord, un engagement ferme de la Commission à surveiller constamment le risque de perturbation sur le marché et, dans un tel cas, à activer un système rapide et efficace de compensation. Un éventuel feu vert italien à la signature de l'accord par l'UE reste donc conditionné à la prévision de mesures concrètes et efficaces pour prendre en compte les inquiétudes du secteur agricole européen, conclut Rome. En vertu des traités européens, la Commission est seule négociatrice des accords commerciaux au nom des 27. C'est ce qu'on appelle une compétence exclusive. À ne pas confondre avec les compétences exclusives des pays et les compétences partagées qui sont à la fois propres à la Commission et aux pays. Une fois un éventuel texte signé avec les pays du Mercosur, elle devra obtenir sa ratification en gagnant au moins l'approbation d'au moins 15 États membres représentant 65% de la population de l'UE, puis en réunissant une majorité au Parlement européen. Pour empêcher l'adoption du texte, la France a besoin de rallier 3 autres pays représentant plus de 35% de la population de l'UE, un seuil qui serait aisément franchi avec l'appui de Rome et de Varsovie, l'Italie et la Pologne, qui ont déjà exprimé son opposition au projet sous cette forme.
Donc on pourrait arriver à ce qu'on appelle une minorité de blocage, au fait que la Commission européenne ne pourrait pas adopter le texte, puisqu'on aurait atteint le seuil des 35% de population contre le texte, si jamais la France, l'Italie et la Pologne unissaient leurs voix contre le Mercosur. Donc on l'avait vu, voilà, il y avait l'Italie qui menaçait la dernière fois de s'opposer au Mercosur. Ils ont l'air de franchir le pas. À voir s'ils vont garder leur position, parce qu'ils ont l'air d'être dans une position de négociation. C'est-à-dire que si le traité s'améliore, ils vont peut-être revoir leur situation et se dégager de l'opposition. Auquel cas, la France devra trouver de nouveaux partenaires pour constituer sa majorité de blocage. Mais attendez, c'est pas fini avec le Mercosur. On va parler plus précisément de comment ça a été vécu en France. En un mot, trahison. Et vous savez quoi dire derrière. La classe politique et l'Élysée furieux après la signature du traité par l'UE. L'Élysée a qualifié vendredi l'accord UE-Mercosur d'inacceptable en l'état. La classe politique française s'est unanimement opposée, dénonçant un coup de poignard. Rien que ça. Vous me direz oui, rien que ça. L'Élysée a réagi vivement vendredi à l'accord de libre-échange conclu entre la Commission européenne et le Mercosur, le qualifiant d'inacceptable en l'état. Bien que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait salué à Montevideo un accord bénéfique aux deux parties, la présidence française a tenu à rappeler que l'accord n'est ni signé ni ratifié et qu'il n'entre donc pas encore en vigueur. La Commission a achevé son travail, mais les États membres doivent l'examiner et autoriser sa signature, a expliqué un conseiller présidentiel. L'Élysée a réaffirmé sa détermination à défendre l'agriculture et la souveraineté alimentaire française. La France continuera, avec ses partenaires, de défendre sans relâche son agriculture et sa souveraineté alimentaire. Ces exigences agricoles s'expriment déjà largement en Europe. En Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique et bien sûr aussi au Parlement européen, a plaidé l'Élysée. La conclusion des négociations a provoqué une véritable onde de choc au sein de la classe politique française. Les critiques fusent de tous les côtés, allant de l'indignation au rejet catégorique. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, n'a pas mâché ses mots. Pendant que Macron joue au Monopoly politique, von der Leyen a signé le traité de Mercosur en Uruguay. La France sort de l'histoire. Selon lui, cet accord illustre une capitulation face à des intérêts commerciaux au détriment des agriculteurs français. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a dénoncé un acte de trahison, rappelant que ce projet, discuté depuis 1999, j'étais jeune à cette époque-là, va accentuer la pression sur les filières agricoles européennes déjà fragilisées. Pas une honte, une trahison, a-t-il martelé, rejetant l'idée d'un vaste marché de 700 millions de consommateurs si cela devait nuire aux agriculteurs locaux. Marine Le Pen a condamné un coup de poignard dans le dos du peuple français. Elle a insisté sur les conséquences désastreuses qu'un tel traité pourrait avoir sur la souveraineté alimentaire de la France. Jordan Bardella, le président du RN, a suggéré une riposte directe. Face à la menace de l'accord, notre pays dispose d'un moyen de pression, le gel immédiat de la contribution française au budget de l'UE. C'est le rôle du président de la République de faire respecter la volonté de la France et de protéger nos agriculteurs, a-t-il dit. Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République, a également dénoncé un coup de poignard contre les peuples européens, contre la France, contre les décisions souveraines du Parlement français et nos agriculteurs. Gabriel Attal, président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, a critiqué la stratégie de ses opposants, notamment Marine Le Pen, qui l'accuse d'avoir affaibli la France.
En faisant tomber le gouvernement, vous avez limité la capacité de blocage du Mercosur. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des responsabilités à assumer. Alors, qu'attendez-vous pour assumer les conséquences de vos actes ? A-t-il lancé sur X. Pardon ? Mais je vois pas le rapport, en fait. Je vois pas le rapport. Parce que Michel Barnier, il ne vote pas le Mercosur. Et c'est Emmanuel Macron qui porte la voix de la France aux instances européennes. Donc en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Merci d'avoir pris la parole, Gabriel. Bref. Donc, encore une fois, finalement, comme tant d'autres sujets sur cet agenda politique, affaire à suivre. Est-ce que le Mercosur va bel et bien s'appliquer en Europe et surtout en France ? D'autres pays rejoindront-ils la minorité de blocage que la France essaye-t-elle de constituer ? Réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère pas dans 25 ans parce que, on va pas y passer 25 ans justement sur ce traité. Hein ? On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez. Toujours au niveau international, on va parler de la décision d'Emmanuel Macron, ou du moins de l'annonce d'Emmanuel Macron, d'une conférence sur la création d'un État palestinien en juin 2025, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Le président français dit vouloir emmener tout le monde sur ce chemin avec des initiatives diplomatiques dans les prochains mois afin de mettre en place la solution à deux États. Aura-t-elle une influence sur la situation au Proche-Orient, tandis qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza? La France et l'Arabie Saoudite vont coprésider en juin 2025 une conférence sur la création d'un État palestinien, a annoncé Emmanuel Macron au deuxième jour de sa visite d'État à Riyad mardi dernier. Avec le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, on a décidé de coprésider pour juin prochain une conférence pour les deux États, a déclaré Emmanuel Macron devant des journalistes. Une référence à la solution à deux États, défendue par la France et de nombreux autres pays, mais rejetée par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron veut reconnaître un État palestinien au moment utile. Le président français a pour ambition que dans les prochains mois, ensemble, on multiplie et on fédère nos initiatives diplomatiques pour emmener tout le monde sur ce chemin, a-t-il déclaré à des journalistes, sans plus de précision pour l'instant. On souhaite entraîner plusieurs autres partenaires et alliés, européens et non européens, qui sont prêts à aller dans cette direction, mais qui attendent la France, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron espère aussi déclencher, ce faisant, un mouvement de reconnaissance en faveur d'Israël qui permettra aussi d'apporter des réponses en termes de sécurité pour Israël et de convaincre que la solution des deux États est une solution qui est pertinente pour Israël même. Interrogé sur une reconnaissance d'un État palestinien par la France, Emmanuel Macron a réitéré qu'il avait la volonté de le faire, mais au moment utile, c'est-à-dire où ça déclenche des mouvements réciproques de reconnaissance. Et oui, parce que la France ne reconnaît toujours pas l'État de Palestine. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. C'est pas non plus un grand sommet mondial pour dire tout le monde reconnaît la Palestine. Là, c'est simplement une conférence pour discuter de 2-3 idées sur la reconnaissance de l'État palestinien. Mais vous me direz, c'est déjà ça. On va dire que le peuple palestinien appréciera. Voilà. Et il apprécierait encore plus s'il y avait des vraies solutions qui en sortaient de cette conférence qui se tiendra donc en juin 25. Ce serait bien justement que ça débouche sur un mouvement de reconnaissance de l'État palestinien. Là, pour de vrai. Là, le peuple palestinien apprécierait. Voilà. Revenons en Europe. On va parler d'un incident qui s'est produit la semaine dernière entre un hélicoptère allemand et un navire russe qui a tiré des munitions légères en mer Baltique. Un incident a eu lieu entre un hélicoptère de l'armée allemande et un navire russe dans la mer Baltique. Et on a cru qu'on était au bord de la Troisième Guerre mondiale, rien que ça.
L'équipage du navire russe attiré des munitions légères a appris l'agence de presse allemande dpa. L'hélicoptère était en reconnaissance. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, je dois écorcher son nom, désolé madame, a brièvement évoqué l'incident en marge d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles, sans toutefois donner de détails. Annalena Baerbock, en passant depuis le mug. Coucou bazar des faits, le mug, en passant depuis le mug. Qu'est-ce à dire? C'est quoi le mug? Aucune idée. Je veux bien que tu me dises, tiens, ce que c'est que ce mug en question. Bisous muet en passant depuis le mug. Non, j'ai pas d'idée. Annalena Baerbock a indiqué qu'il y avait de nouveau en mer Baltique des navires impliqués dans le contournement des sanctions contre la Russie. Elle a également annoncé le renforcement de la surveillance des pipelines et des câbles de données en mer Baltique. Et oui, plusieurs d'entre eux avaient été sabotés la semaine dernière, il y a 2 semaines, et on en avait donné quelques échos dans l'agenda politique de la semaine dernière. Le nombre d'attaques hybrides menées par la Russie et ses alliés est en augmentation. Sachant qu'aux dernières nouvelles, c'était un navire chinois qui était impliqué, qu'on suspectait d'être impliqué dans cette affaire-là de sabotage de câbles. Donc attention quand on accuse la Russie. C'est facile de mettre tout sur le dos de la Russie vu qu'elle est en guerre. Enfin, faudrait pas non plus justement mettre les œillères et tout mettre le dos sur la Russie au risque de se voiler sur les vraies personnes qui seraient derrière ce sabotage. Voilà. Mais donc du coup, bon, la situation est redescendue depuis, mais on a vraiment cru qu'on était au bord de la 3e guerre mondiale, puisque l'Allemagne faisant partie de l'OTAN indique que toute attaque portée contre un membre de l'OTAN entraîne une riposte immédiate et totale de l'ensemble des membres de l'OTAN. Donc en fait, on aurait pu tous partir en guerre contre la Russie si la situation internationale ne s'était pas calmée. Heureusement. Parce que ça aurait été, je vous ai dit, l'étincelle de la 3e guerre mondiale. Puisque là, ça y est, on aurait été parti en 3e guerre mondiale. Voilà, continuons sur le front russo-ukrainien et on va du coup parler de la guerre en Ukraine et se demander pourquoi Volodymyr Zelensky semble désormais ouvrir la voie à des négociations avec la Russie. Le dirigeant ukrainien n'exclut pas une perte temporaire de contrôle sur des territoires ukrainiens occupés par la Russie contre des garanties de protection de l'OTAN, mais il espère les récupérer par la voie diplomatique. Alors ça c'est curieux comme parole. Des pertes temporaires de contrôle sur des territoires qu'il veut récupérer par voie diplomatique. C'est très curieux. Une déclaration notable et inédite, presque 3 ans, après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Mais oui, bientôt 3 ans, février 2025, ça fera 3 ans. Dans un entretien à Sky News, vendredi 29 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit ouvert à la possibilité d'un cessez-le-feu et d'une perte temporaire de contrôle sur des territoires occupés par la Russie à plusieurs conditions. Nous devons placer sous le parapluie de l'OTAN le territoire ukrainien que nous contrôlons, puis récupérer les régions d'Ukraine occupées par Moscou par la voie diplomatique, a défendu le dirigeant en guerre. Comme le pointe Sky News, de tels propos sur les territoires occupés sont une première depuis les débuts du conflit. 10 jours plus tôt, Volodymyr Zelensky avait reconnu auprès de Fox News « Nous ne disposons pas encore des forces suffisantes pour repousser, les armes à la main, Poutine jusqu'aux frontières de 1991. La Crimée peut être reprise de manière diplomatique », avait-il ajouté. Dans les discours du chef d'État ukrainien, la perspective de négociation avec Moscou n'est pas nouvelle, mais il a été encore plus clair à ce sujet dans ces dernières semaines. Analyse Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie
au Conseil européen pour les relations internationales. Marie Dumoulin, ça me parle ce nom. Jusqu'à présent, le discours était de dire que l'objectif était de recouvrer le contrôle des frontières de 1991, avec donc la Crimée et le Donbass. Comment comprendre ces dernières prises de parole ? Pour les chercheurs interrogés par France Info, le retour prochain au pouvoir de Donald Trump à Washington joue pour beaucoup, à l'instar des difficultés sur le front et d'un épuisement qui est en train de gagner du terrain au sein de la population. On est sur un message de plus en plus explicite, sans doute pour préparer la société à l'inévitable compromis, pointe l'analyste Ulrich Bounat, auteur, de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective. Avec la présidence Trump, le spectre d'un accord avec Moscou. Le spécialiste en est convaincu. Dès 2025, l'administration Trump va forcer les Ukrainiens à s'asseoir à la table des négociations avec la Russie. Mi-novembre, 10 jours après l'élection du candidat républicain et populiste, Volodymyr Zelensky a affirmé être certain que la guerre se terminerait plus tôt avec la nouvelle équipe dirigeante américaine. C'est leur approche, leur promesse à la société, a-t-il déclaré auprès du média ukrainien Suspilne. Ok. Fervent défenseur de l'Amérique d'abord, Donald Trump a vivement critiqué l'ampleur de l'aide militaire américaine apportée à l'Ukraine. L'ancien président, qui sera investi le 20 janvier 2025, a promis de trouver une issue à la guerre en 24 heures, sans toutefois préciser les contours de sa promesse. Ce qui est dans l'intérêt de l'Amérique, c'est d'accepter que l'Ukraine va devoir céder certains territoires aux Russes, soulignait en parallèle son colistier J.D. Vance en décembre 2023 dans un entretien à Fox News. Oula! Ah oui, il est vachement long cet article. Ah, je pensais pas qu'il serait si long que ça. Ouais, on va accélérer un petit peu. Pour toute future aide militaire ukrainienne, l'Ukraine devra participer à des pourparlers de paix à la Russie, a dit le futur émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie. Les 27 sont divisés sur la suite de leur soutien. Un sentiment d'urgence prévaut en Pologne, dans les pays nordiques ou baltes, face à la menace russe, donc ils sont très réticents à envisager des négociations sans position de force de l'Ukraine, analyse Marie Dumoulin. En Allemagne, Olaf Scholz est plutôt entre deux chaises à l'approche d'élections législatives. Il a tendance à reprendre à son compte un discours sur la nécessité des négociations à un moment sans être sur une ligne de tout céder à la Russie. La Russie ne peut pas dicter la paix à l'Ukraine, a-t-il toutefois assuré à Volodymyr Zelensky lundi en visite à Kiev. Ce qui est sûr, c'est que l'armée et la société ukrainienne sont fragilisées. En termes de kilomètres carrés, les avancées russes des derniers mois ont été les plus rapides depuis 2022. Elles ne sont toutefois pas foudroyantes, elles ne bouleversent pas l'équilibre des forces. Mais ça progresse quand même, voilà. Donc les Russes continuent d'avancer en Ukraine malgré tout le soutien dont le pays peut bénéficier. Une grande fatigue de la société ukrainienne, traumatisée et fragilisée par le conflit. Voilà. Encore plus à l'approche d'un nouvel hiver, avec encore moins de capacité d'énergie, et qui s'annonce comme le plus difficile depuis les débuts de la guerre. Et clairement, c'est ce que j'avais entendu quelque part, mais c'était une stratégie de l'état-major russe de cibler sur les périodes hivernales pour faire craquer la population et faire les plus grandes avancées là-bas. Là maintenant ils sont 52%, une courte majorité, mais maintenant devenue majorité en faveur d'une paix négociée sur le territoire ukrainien. Un peu plus de la moitié estime que Kiev devrait être ouvert à céder certains de ses territoires pour la paix. Une minorité donc rapportée à l'ensemble des sondés. Quant à l'adhésion à l'OTAN, 84% des Ukrainiens y sont toujours favorables. Oula, j'ai le hockey, relève Euronews.
Oh non. Du côté de la société russe, eux aussi sont favorables à des négociations. Cette guerre fait partie de leur quotidien maintenant, ajoute Carole Grimaud. Un récent sondage mené par Russian Field montre en effet que 53% des Russes interrogés plébiscitent une transition vers des pourparlers de paix. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que le pouvoir à Moscou souhaite négocier. Voilà. Il faut aussi effectivement que le pouvoir accepte de négocier. Peut-être, enfin c'est certainement ce que dit France Info, mais c'est certainement le cas, l'arrivée de la présidence Trump aux États-Unis a l'air de précipiter les choses. Arrive-t-on à une solution du conflit ? On le verra dans les prochains mois. On verra si les Ukrainiens arrivent à passer l'hiver. Ce qui va peut-être justement précipiter les pourparlers de paix aussi de ce côté-là. Parce que si ta population ne tient pas l'hiver, à un moment, tu es plus propice à dire c'est bon, on arrête là, temps mort, on arrête. On s'assoit 2 minutes, on discute et on réfléchit de tout ça. Mais on semblerait se diriger vers une perte de territoire pour la Russie. Pour l'Ukraine, pardon. Oula, pouf. Oh là là. Oh, il commence à être long l'agenda politique. Ouais, et je commence à perdre ma voix aussi. Mais c'est pas fini, même si on approche de la fin, c'est pas fini, puisqu'on va maintenant parler toujours à l'international de la Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol échappe à la destitution suite à sa proposition de loi martiale. L'opposition promet de présenter de nouveau la motion. Qu'est-ce qu'il s'est passé en Corée du Sud ? Eh bien, on va le voir avec cet article. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a échappé à la procédure de destitution qui le visait samedi 7 décembre après qu'un boycott du parti présidentiel a empêché d'atteindre le quorum requis pour le vote d'une motion déposée par l'opposition. Un total de 200 voix sur 300 était nécessaire pour démettre le chef de l'État, mais seuls 195 députés ont participé au scrutin. En conséquence, je déclare que le vote sur cette question est invalide, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Woo Woo-shik. Yoon Suk-yeol est accusé par l'opposition et une partie de son propre camp d'avoir ébranlé la jeune démocratie sud-coréenne en imposant par surprise la loi martiale mardi avant de faire marche arrière 6 heures plus tard, sous la pression des députés et de la rue. Samedi, l'impopulaire président conservateur a présenté ses excuses sincères, sans présenter sa démission, dans une courte adresse télévisée à la nation. Je ne fuirai pas mes responsabilités légales et politiques concernant la déclaration de la loi martiale, a-t-il affirmé. Une démission anticipée est inévitable. Le leader de la formation présidentielle, le parti du pouvoir au peuple, le PPP, a estimé samedi qu'une démission anticipée du président est inévitable, l'exercice normal de ses fonctions étant, selon lui, impossible dans ces circonstances. Actuellement, le plus gros risque en Corée du Sud est l'existence même du président. Les seules solutions sont une démission immédiate ou un départ anticipé par destitution, a également déclaré le chef du Parti démocrate, principale force d'opposition. Le Parlement sud-coréen était appelé à s'exprimer samedi sur une motion de destitution déposée par les 6 partis d'opposition représentés à l'Assemblée. Au moment du vote, la majorité des députés du PPP ont quitté l'hémicycle alors que 150 000 manifestants s'étaient rassemblés devant le bâtiment. Selon le Korea Herald, le leader du Parti démocrate a promis de soumettre de nouveau la motion au vote jusqu'à ce qu'elle soit adoptée. Bon, voilà, la tension est explosive en Corée du Sud et c'est pas fini. Je peux vous assurer qu'on en a encore sous le capot. On continue avec la politique internationale et voilà, même en Corée du Sud, ça chauffe. On ne proclame pas la loi martiale comme ça sans consulter les partis au pouvoir. Passons donc à l'actualité suivante de l'agenda politique. On va parler des cheminots portugais qui entrent en grève, voilà, qui imitent la France et qui se mettent en grève.
suite à des déclarations qui ne font pas plaisir. Une performance 7 fois pire que la moitié des pays européens. Accusés de conduire leur train sous l'emprise de l'alcool par le gouvernement, faudrait faire attention à ce qu'on écrit, l'Indépendant. Les cheminots portugais entrent en grève. Alors, vous me direz, en entrée de jeu, j'ai déjà une réaction à tout ça. Vão todos para o caralho. Voilà, qui est très concordante. C'est peu connu, mais le Portugal a la deuxième plus mauvaise performance en termes d'accidents qui se produisent par kilomètre de chemin de fer, a déclaré le gouvernement. Déjà, ça fait plaisir. Les cheminots portugais, outrés par de récentes déclarations du porte-parole du gouvernement, sous-entendant selon eux que les conducteurs de train auraient un problème d'alcoolisme, se sont mis en grève pour la journée de ce vendredi 6 décembre. La grève, à l'appel du syndicat des conducteurs de chemin de fer, la SMAC, a affecté principalement les trains urbains à Lisbonne et Porto, ainsi que les trains régionaux. L'instauration d'un service minimum imposé par la justice portugaise a toutefois permis de limiter l'impact du mouvement et sur les quelques 145 trains programmés jusqu'à 7 heures, 79 ont été supprimés selon un bilan des chemins de fer. À l'issue des conseils des ministres le 14 novembre 2024, le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Leito Amaro, a annoncé l'adoption d'un projet de loi visant à durcir les sanctions contre les cheminots ne respectant pas les règles de sécurité et créant une interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool. Aucun accident ferroviaire n'a été causé par l'alcool, se défendent les cheminots. C'est peu connu, mais le Portugal a la deuxième plus mauvaise performance en termes d'accidents qui se produisent par kilomètre de chemin de fer, a-t-il déclaré, en ajoutant que le pays méditerranéen avait une performance environ 7 fois pire que la première moitié des pays européens. Ces propos ont suscité l'indignation des syndicats qui ont aussitôt réclamé la démission du ministre, qualifié d'ignorant et de dangereux. Ils ont estimé dans un communiqué que le lien établi entre alcoolisme des cheminots et accidents ferroviaires était erroné et insultant, ajoutant qu'aucun accident ferroviaire n'a été causé par l'alcool. Le ministre, qui estime que ces propos ont été mal interprétés, a regretté la grève. C'est facile de le dire après coup. Le fonctionnement de certaines écoles et hôpitaux était également perturbé ce vendredi par une grève convoquée par un syndicat minoritaire de la fonction publique pour réclamer une amélioration des conditions de travail et des hausses de salaire. Vous voyez comme quoi il n'y a pas qu'en France qu'on tient la grève, voilà. mais bon, vu la violence des mots employés, je peux comprendre effectivement la mise en grève des cheminots portugais. Quand même, se faire accuser d'alcoolisme, c'est pas professionnel justement. Bon, voilà. Dernier article de notre séquence Europe et internationale. Nous allons parler de de ce qu'il s'est passé hier, qu'on a appris hier soir et ce matin. Bachar al-Assad a fui la Syrie car la Russie ne souhaitait plus le protéger. La Russie et l'Iran sont actuellement affaiblis, l'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de ses succès au combat, a analysé Donald Trump, voyant dans la chute du régime syrien la faiblesse de ses alliés. Où est Bachar al-Assad ? Plus en Syrie, selon Donald Trump. Le président syrien a fui le pays après avoir perdu le soutien de son protecteur, la Russie, et l'entrée à Damas des rebelles qui ont réalisé une offensive en quelques jours, a affirmé le président élu américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Assad n'est plus là, il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger, a écrit Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier. Selon lui, la Russie a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement.
La Russie et l'Iran sont actuellement affaiblis, l'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de ses succès au combat, a ajouté Donald Trump. Les rebelles, menés par les islamistes radicaux, ont annoncé à la télévision publique syrienne la chute du président Bachar al-Assad et la libération de la capitale Damas, après une offensive fulgurante qui a mis fin à plus de 5 décennies de règne de la famille Assad. Assad a quitté la Syrie via l'aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité ne quittent le site, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, Rami Abdelrahman. C'est avec l'appui C'est avec l'appui militaire de la Russie, de l'Iran et du mouvement Hezbollah que Bachar al-Assad avait repris en 2015 une grande partie du pays et en 2016 la totalité d'Alep, dont la partie avait été prise en 2012 par les rebelles. Voilà la situation actuellement de la Syrie, voilà, qui n'a plus de chef d'État puisqu'il a fui. Syrie qui dispose d'une particularité vis-à-vis d'autres pays, qui est en fait composée d'une multitude de différentes structures, ethnicités. Je sais pas très bien le mot à employer, mais voilà, qui est composé de différentes peuplades, de différentes cultures, qui ne cohabitent pas très bien sur le territoire syrien. Et comme l'expliquait l'article, expliquait un petit peu la guerre civile qu'il y avait depuis maintenant 5 décennies. Quel avenir pour la Syrie ? L'ONU est en session extraordinaire à huis clos pour discuter justement de la réponse à apporter suite à la disparition de Bachar al-Assad qui est parti en Russie se réfugier à Moscou, à ce qui paraît. En tout cas, quel avenir pour le pays ? Certains pourraient lui prédire une fin à la Yougoslavie qui va éclater en différents pays aux frontières correspondant aux différentes peuplades et cultures qui composaient le territoire syrien actuel. En tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner. Pareil, on suivra ça dans la suite de l'agenda politique. Hein. Quand on aura des nouvelles, bien sûr, on pourra revenir là-dessus. Voilà, et bah écoutez, c'est avec cet article que je termine la section Europe et internationale, la thématique Europe et internationale de l'agenda politique, mais ce n'est pas encore terminé. J'ai une dernière thématique qui est la même que celle de la semaine dernière qu'on avait déjà vue, la rubrique « J'aurais pu vous parler de ». Dans cette rubrique, je vais tout simplement vous parler un petit peu de quelques titres d'articles pour clôturer l'agenda politique, puisque là je commence à perdre ma voix, puis la VOD commence à être bien longue. Voilà, mais du coup, c'est parti pour « J'aurais pu vous parler de ». En premier lieu, j'aurais pu vous parler des députés qui approuvent le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Un grand moment d'unité nationale qui a eu lieu juste avant la censure du gouvernement de Michel Barnier, donc qui aura survécu à cette censure. Grand moment d'unité nationale, mais voilà, qui pour l'instant est au point mort, puisqu'il va falloir attendre un nouveau gouvernement pour que le projet de loi s'inscrive pour de bon pour la suite, dans la loi pour de bon. Voilà. J'en profite pour dire que tous ces articles qu'on va voir qui font partie de J'aurais pu vous parler d'eux, vous pourrez les retrouver en fait dans le Discord de la chaîne. Je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne, c'est là où je fais le plus de communication, ainsi que tous les articles qu'on a vus précédemment. Si vous voulez revoir certains articles, ils seront dans l'onglet Agenda politique du serveur Discord. Voilà, continue. J'aurais pu aussi vous parler des pistes pour financer la branche de la autonomie de la sécurité sociale au lieu de mettre en place une deuxième journée d'esclavage.
tel qu'ont voulu le faire le Sénat au début, et que finalement ils ont abandonné, et que finalement ce ne sera pas le cas puisque on n'a plus de gouvernement. Mais voilà, ce n'est plus au programme, mais il y a quand même des solutions, voilà, des solutions alternatives. J'aurais pu aussi vous parler de la réouverture de Notre-Dame, de la cérémonie qu'il y a eu, de l'allocation d'Emmanuel Macron qui a eu lieu ce week-end, et de notamment cette restauration au prix de la générosité et de l'événement qui s'est produit. J'aurais pu aussi vous parler de l'ouverture des auditions à l'Assemblée nationale de la commission exceptionnelle commission d'enquête qui vise à enquêter sur le dérapage du déficit public sous le mandat de ex-Bruno Le Maire. Et donc les auditions ont commencé à l'Assemblée nationale pour faire un petit peu le point sur ce qu'il s'est passé. J'aurais pu aussi vous parler de ce rapport de l'Observatoire des inégalités qui indique qu'il y a en France, la pauvreté augmente à raison de 1,4 million de pauvres en plus en 20 ans. La pauvreté n'explose pas, mais gagne du terrain. Petit à petit, année après année, la pauvreté gangrène davantage le pays. J'aurais pu aussi vous parler des grèves à Decathlon et de la stratégie Mullier qui consiste à maintenir des conditions de travail dégradées, puisque là, les salariés de Decathlon sont actuellement en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. On leur souhaite bien sûr d'obtenir gain de cause face au groupe de la famille Mullier. J'aurais pu aussi vous parler du président du conseil départemental de la Somme qui démissionne après avoir été reconnu coupable de détournement de biens publics et d'autres affaires. Il était notamment soupçonné d'avoir utilisé les cartes bancaires mises à sa disposition dans le cadre de ses multiples mandats pour payer notamment des restaurants chics ou des clubs de striptease. Il a fait appel de sa condamnation, mais néanmoins, il quitte son poste. J'aurais pu aussi vous parler de cette information qu'on a apprise sur les PFAS, les polluants éternels. Voilà, le TFA contamine aussi les eaux minérales en bouteille et ça a été soulevé par le réseau Pesticides Action Network. Pesticides considérés comme une menace planétaire par les scientifiques, qui fait que de plus en plus boire l'eau en bouteille est de plus en plus dangereux comparativement à celle de l'eau du robinet qui est beaucoup plus sain pour la santé. J'aurais pu vous parler, et ce sera la dernière fois, j'aurais pu vous parler de la première nationalisation d'un opérateur ferroviaire au Royaume-Uni. À l'agenda politique précédent, on avait vu justement le projet de Keir Starmer, Premier ministre britannique, de renationaliser petit à petit l'ensemble des chemins de fer britanniques qui avaient été privatisés dans les années 90. C'est désormais chose faite avec un premier opérateur ferroviaire qui repasse sous giron national. Voilà, nous arrivons au terme de cet agenda politique. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que YouTube tu auras apprécié, que Twitch aussi tu auras apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube comme sur Twitch pour me soutenir dans mon travail, à mettre des pouces bleus, à commenter, à faire vivre mon travail et à me proposer des articles. Ça me fait des articles supplémentaires à mettre dans l'agenda politique pour le meilleur, pour nous faire toujours plus de contenu et un brassage de l'actualité toujours plus important. Voilà. Écoutez, sans transition aucune, je vais tout simplement mettre fin à la VOD pour YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve du coup bientôt pour de prochaines aventures YouTube. Porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.